Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Bonsoir, coach. Voilà. Ok, bon, ce soir, nous allons avoir encore notre session de trading, de tous les mardis à 20 h. On a dit que c'est une session qui est réservée pour analyser les marchés. Vous pouvez fermer les micros pour éviter les interférences. Pour l'analyse des marchés, on va analyser les marchés, on va faire analyse fondamentale, analyse technique, on va revenir sur certains éléments, certains aspects que je vais juger vraiment importants pour ceux qui vont se connecter. Alors, donc ce soir, nous allons aborder deux éléments très importants. D'abord, l'histoire du trading ou de manière particulière l'histoire du Forex. Et maintenant, on va aller directement sur le plan technique. On va aborder les bougies japonaises. Et je pense que cette séance de ce soir, vous allez vraiment l'apprécier. Donc, si vous me permettez, je vais lancer mon diaporama. Alors, donc, on va voir l'histoire du Forex. On parle de trading, on parle de Forex. Le Forex, ça vient d'où? On va vraiment, on va comprendre ça ce soir. Et je pense que à partir de là, ça va vraiment vous encourager à bien prendre au sérieux ces métiers de trading. Donc, j'ai dit quoi? Comprendre le passé pour maîtriser le présent. Donc, c'est un livret que j'ai écrit. Donc, qui est l'auteur? C'est moi, Achille Bailly, dit coach Jetro. Je suis entrepreneur. Je suis trader particulier et formateur en trading. Alors, dans ce parcours, je dirais que nous allons voir 6 points particuliers, mais 6 points clés. On va parler du système de troc, on va parler de l'étalon d'or, on va parler des deux guerres mondiales, le système de Bretton Woods, l'effondrement du système et la naissance du Forex. Donc, ce soir-là, vous allez bien comprendre le Forex vient d'où. Alors, comme introduction, lorsque nous entendons le mot Forex, beaucoup de personnes pensent uniquement au trading moderne. On pense au trading moderne. Pourtant, le Forex est bien plus que cela. Il est même le cœur battant de l'économie mondiale. Il est le résultat d'une longue évolution à travers le système de troc, les talents or, les crises économiques, les guerres mondiales, le système de Bretton Woods et son effondrement. Donc, je pense que comprendre l'histoire du Forex permet de comprendre pourquoi les devises bougent, pourquoi ce marché existe et pourquoi il doit être abordé avec respect, avec discipline et intelligence. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que depuis que les hommes ont existé, le besoin d'échanger entre les humains s'est toujours posé. Voilà, le besoin d'échanger entre les humains s'est toujours posé. Et le premier système d'échange, c'était le système de troc. Donc, le principe, c'est qu'il n'y avait pas d'argent avant. Donc, on échangeait des biens directement. J'ai besoin du sel, je dois l'échanger contre du blé. J'ai besoin d'une chèvre, je dois l'échanger, par exemple, contre ma roue. Donc, on appelle ce système le système de troc. C'est vraiment l'économie à la façon villageoise. Dans cette économie-là, si tu as ce que je veux et si j'ai ce qu'il te faut, alors on peut échanger. C'est comme ça. Mais c'est un système qui avait des limites, qui présentait des insuffisances. Donc le troc était devenu rapidement un casse-tête pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'il fallait que chacun veuille exactement ce que l'autre possède. Donc on parle de double coïncidence des besoins. Un autre problème qui se posait, c'est que c'était le problème de mesurer la valeur. Comment est-ce qu'on va dire qu'une vache correspond à tel nombre de poulets? C'était difficile. Il était même impossible même de connaître ce qu'on appelle épargne. Parce que dans les biens qu'on échangeait, il y avait des biens périssables. Par exemple, le poisson. Et donc, le problème qui se posait, c'était les échanges à grande échelle. C'était vraiment quasiment impossible. Conclusion,
il fallait penser à un moyen de paiement stable accepté par tous. Bienvenue dans la prochaine étape. Alors, donc, la prochaine étape de l'histoire du Forex, c'est le système, c'est l'étape qu'on appelle l'étalon or. Alors, il faut dire que ces types de systèmes étaient basés sur le fait que l'humanité entière avait adopté les métaux précieux comme référence, surtout l'or. Mais pourquoi est-ce que l'humanité a choisi l'or? C'est parce que l'or était rare, l'or était durable, l'or était divisible, accepté partout, il était difficile à falsifier. Donc, lors de ces systèmes, il y a eu ce qu'on appelle la naissance des banques. Les banques allaient garder les réserves d'or et émettre des billets de banque. Donc, les billets de banque étaient équivalents à, ils représentaient une valeur, les valeurs, je peux dire que ça représentait de l'or. Donc, pour que un billet de banque soit valable, il faudrait que ces billets-là soient échangeables contre l'or. C'était un système qui était aussi vraiment solide. Mais ce système présentait aussi des insuffisances. Et je vous explique. Le premier problème, c'est que la quantité de monnaie dépendait de la quantité d'or. Ça veut dire quoi? Si un pays manquait d'or, il manquait de monnaie. Étant donné qu'on fabriquait la monnaie proportionnellement à la quantité d'or dont disposaient les pays. Un autre problème qui se posait, c'est que ces systèmes ne pouvaient pas soutenir les économies en crise. Parce que l'argent ou même la monnaie n'était pas fabriquée par rapport aux besoins économiques du pays, mais par rapport à la quantité d'or dont disposaient les pays. Et donc, aussi, un autre problème qui se posait, c'est que ces systèmes-là, la croissance mondiale dépassait la disponibilité en or. Et en cas de crise, les pays bloquaient l'échange en billets or. Donc, c'était un système qui était stable, certes, mais n'était pas flexible. Et le monde allait bientôt entrer dans une période très instable, celle des deux guerres mondiales. Donc, nous allons passer à la seconde étape de l'histoire du Forex. Les deux guerres mondiales. Au cours de ces deux guerres, que s'est-il réellement passé? La première guerre de 1914 à 1918 et la seconde guerre qui était de 1939 à 1945. Ces deux guerres ont détruit complètement les économies, ont ruiné les pays. Ces deux guerres ont forcé les gouvernements à imprimer de la monnaie. Donc, les dettes avaient plombé. Les pays ont imprimé plus d'argent que leur or disponible. En conséquence, après la Seconde Guerre mondiale, on a assisté à un monde qui était dans un chaos économique. Les monnaies étaient instables et les échanges internationaux étaient menacés. Le système d'étalon d'or était devenu presque impossible à respecter. Il fallait un nouveau système monétaire mondial, un système organisé, solide et encadré. Je crois très bien que par je peux dire que ce petit exposé, vous allez comprendre c'est quoi le Forex en réalité. Voilà. Et nous allons maintenant assister à la seconde étape ou bien à l'étape suivante de l'histoire du Forex. Étant donné que le système étalon d'or a présenté ses limites et les guerres mondiales sont venues vraiment bouleverser je peux dire que l'économie mondiale, les échanges étaient vraiment difficiles. Alors, les pays vont commencer à réfléchir. Et en 1944, un nouveau système va naître, celui qu'on appelle le système de Bretton Woods. Donc, en 1944, 44 pays vont se réunir à Bretton Woods, qui est une ville des États-Unis, dans l'objectif de reconstruire l'économie mondiale et stabiliser les monnaies. Voici les décisions qui ont été prises. Le dollar était devenu la monnaie de référence mondiale. Les monnaies des autres pays seront fixées sur le dollar. Donc, par exemple, 35 dollars américains étaient équivalents à une once d'or. Une once d'or. Et dans ce système, pour pouvoir participer au commerce international, il fallait disposer du dollar américain. Donc,
qu'est-ce qu'il fallait faire? Soit vous allez rapatrier votre or aux États-Unis pour recevoir, je peux dire que la quantité de dollars qui correspond à l'or que vous avez envoyé. Ou dans un dernier cas, vous allez demander ce qu'on appelle un prêt. Et c'est lors de ce système qu'est né les deux grandes institutions mondiales que nous avons aujourd'hui, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La Banque mondiale pour financer les projets de développement des pays en voie de développement et le Fonds monétaire international pour venir en aide aux économies en difficulté, ce qui existe aujourd'hui. Au début, c'était vraiment une très bonne idée, mais les insuffisances aussi vont se présenter. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient devenus le banquier du monde entier. Et le monde dépendait à 90% du dollar. Et là, conséquence, c'est que les États-Unis ont commencé à imprimer plus de dollars que l'or disponible. Les pays avaient commencé à douter. Pourquoi? Parce que je suis par exemple le Canada, je dois je dois vendre mon pétrole à la France, j'accepte le dollar américain et je donne mon pétrole à la France. Dans l'optique de demander plus tard aux États-Unis de me rapatrier l'or qui correspond au dollar américain que j'ai pris en vendant mon pétrole à la France. Du coup, quand les pays ont commencé à demander à rapatrier leur or, les États-Unis, étant donné qu'ils ont fabriqué le dollar en quantité, je peux dire que démesurée comparativement à la quantité d'or disponible, les difficultés ont commencé à se présenter. Donc, le système de Bretton Woods est devenu instable. On va arriver à la chute de ces systèmes. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, on va maintenant arriver à la seconde étape de l'histoire du Forex, qui est l'effondrement du système de Bretton Woods. Alors, l'effondrement sera marqué par une décision majeure du président des États-Unis, en son temps, Richard Nixon, qui a annoncé en 1971 la fin du système de Bretton Woods. Pourquoi il disait comme ça que l'or n'était plus convertible en dollars, ou même le dollar n'était plus convertible en or. Donc, c'était la fin du système de Bretton Woods. Les autres monnaies n'étaient plus fixées à l'or. Dans ce système, le taux d'échange était fixe. C'est en ce moment maintenant que va naître un nouveau système qu'on appelle le système d'échange flottant. Donc, les autres monnaies maintenant ne seront plus fixées sur le dollar américain. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? On va assister à la naissance des monnaies fiduciaires. Ces monnaies ont de la valeur parce que les gouvernements disent qu'elles en ont, parce que les gens leur font confiance. La conséquence directe, c'est que nous avons les monnaies libres. Leur valeur a commencé à varier. Les taux d'échange ne sont plus fixes. Les banques, les entreprises et les États doivent quand même gérer ces crises. C'est exactement cette volatilité qui va créer le plus grand marché du monde qu'on appelle le Forex. Chers amis, nous assistons à la naissance du Forex. Donc, le Forex n'est pas un mode ni un simple outil pour gagner de l'argent. Il est la conséquence logique de l'évolution économique mondiale. Le troc a révélé la nécessité d'une unité de valeur. L'étalon or a apporté la rigueur. Les crises et les guerres ont rappelé la fragilité des systèmes financiers. Bretton Woods a tenté de stabiliser l'économie mondiale, puis son effondrement a ouvert la voie aux monnaies libres. De cette liberté est né le Forex moderne, un marché vivant, dynamique et mondial. Voilà pourquoi il demande discipline, connaissance et maturité. Alors, voici ainsi donner l'histoire du Forex, selon mes recherches. En un mot, le Forex n'est pas un jeu d'argent. Si je vais résumer, c'est que entre les pays, entre
les gouvernements, entre les institutions internationales, il y a eu toujours échange. Je donne un exemple très pratique que vous allez bien comprendre. Une entreprise américaine qui est délocalisée au Japon a besoin de rapatrier ses bénéfices aux États-Unis. Ça passe par le marché interbancaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a le commerce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a le commerce, il y a les échanges commerciaux entre, par exemple, la France et les Américains. La France, c'est l'euro. L'Amérique, c'est le dollar. Donc, vous connaissez quand même si vous ne connaissez pas en chiffres réels, mais vous pouvez vous imaginer quand même le flux d'argent qui doit bouger. Ouais. D'abord, ces marchés se passaient entre les banques centrales. Les banques centrales qui vont réguler, qui vont créer tout ce qui est loi. Ensuite, les banques commerciales. Après, nous allons voir les grandes entreprises qui vont soit rapatrier les bénéfices et ainsi de suite. Après, maintenant, la seconde couche la couche suivante qui va être maintenant, c'est la couche maintenant des spéculateurs avec les fonds de gestion. Et après la couche des spéculateurs, nous avons la couche maintenant des brokers, des plateformes d'échange à l'intérieur desquelles se trouve maintenant, et puis après lesquelles se trouve maintenant le trader particulier que nous sommes. Donc, en réalité, nous participons à un marché global, un marché qui est fondé sur l'économie réelle, sur les échanges réels. Ce n'est pas vraiment un jeu d'argent, ce n'est pas vraiment juste des graphiques qu'on vient regarder. Raison pour laquelle l'analyse fondamentale est très importante dans, je peux dire que la pratique du vrai trading. Chers amis, voici ainsi donné les fruits de mes recherches sur l'histoire du Forex. Merci. On va passer maintenant à l'étape suivante de notre exposé. Nous sommes 10 en ligne. Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Oui, Voilà. ça va, on vous suit. On vous suit bien. OK. Donc, je pense que aujourd'hui, vous avez quand même compris. Je sais qu'il y en a qui le savaient déjà. Je sais qu'après, on va approfondir certains aspects. Vous avez quand même compris. Quand on dit, ouais, je trade le Forex, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marchés, mais c'est l'un des marchés il peut dire qui est beaucoup pratiqué aujourd'hui au niveau mondial, au niveau de l'Afrique, tout ça là. Donc, connaître l'histoire du Forex, c'est très important. Voilà, donc on n'est pas juste parce que je pense qu'en 2026, on va commencer à plus se pencher sur l'analyse fondamentale pour quand même comprendre la réalité sous-jacente de ce que nous faisons sur les marchés financiers. Et donc, c'est vraiment la réalité. Il faut comprendre ça, il faut connaître. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inclure dans toutes mes formations, mes interventions, l'histoire du Forex. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les chandeliers japonais ou les bougies japonaises. Alors, la semaine passée, pour vous qui n'avez pas par moi l'occasion de suivre toutes mes vidéos, mais je peux dire que toutes ces séances sont enregistrées. Toutes ces séances sont enregistrées. Et quand j'ai fini, je mets la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez partir réviser. Et les jours passés, on a vu quand même que pour analyser bien le marché, il fallait connaître le price action. Le price action, on va connaître quand même la structure du marché. On doit connaître quand même, ce sont des éléments basiques, mais c'est vraiment important qu'il faut connaître. Donc, les impulsions, les corrections, les sommets, les creux, la cassure, des derniers plus hauts, des derniers plus bas, les niveaux protégés, et tout ça là. Et j'ai quand même survolé, et j'ai dit que dans cette étude-là, il fallait connaître quand même les zones, ça va tracer les doigts de tendance, les figures chartistes et les chandeliers japonais. Donc, les autres éléments ne sont pas vraiment compliqués à retenir. Mais j'ai vu que j'ai parlé des chandeliers japonais, mais je ne suis pas allé en profondeur. Donc, cette séance sera consacrée à l'étude des chandeliers japonais. Donc, je vais quand même passer un peu par la littérature. C'est un cours
avant de partir sur la pratique. Alors, l'essentiel sur les bougies japonaises. Jusqu'au début des années 1990, les traders et les analystes utilisaient exclusivement les bar charts pour visualiser un graphique boursier. Aujourd'hui, les bougies sont un outil très populaire au sein de la communauté financière et dès lors, elles doivent impérativement être intégrées à l'arsenal du trader. Cet outil puissant offre une bonne représentation visuelle du combat entre les acheteurs et les vendeurs. Après une présentation des bougies japonaises, nous nous intéresserons sur l'importance des figures de retournement. Bon, ça, voilà, c'est un peu ça. Donc, juste vous faire comprendre que les bougies japonaises sont très, 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 très importantes. Voilà, si vous me permettez un peu d'histoire, je n'ai pas terminé, mais on dit le premier marché à thème au monde, le Dojima Rice Exchange, a été créé au XVIIe siècle au Japon. On y échangeait dès 1964 des contrats à thème sur le riz. Les bougies japonaises sont un modèle d'analyse technique mis au point au XVIIe siècle par les opérateurs afin de prédire l'évolution des contrats de riz. Voilà, donc dans ce document, vous allez voir un peu qui a inventé les bougies japonaises. Vraiment, dans la formation, c'est aussi important de vous intéresser à un peu l'histoire. Je peux dire que c'est la culture. Parce que quand tu es dans un domaine, quand tu connais quand tu es cultivé dans le domaine, c'est très important. Voilà, c'est focaliser uniquement sur les graphiques, c'est un peu dangereux, quoi. Donc, j'ai quand même pas mal de livres ici, pas mal de grandes figures emblématiques du trading moderne. Alors donc, nous allons passer maintenant à l'étude des chandeliers japonais. Vous le savez déjà, il y a beaucoup qui le savent déjà, mais voilà. Alors, pour analyser ces réactions, la grande majorité des traders dans le monde utilisent les chandeliers japonais, contrairement à une coupe classique. Chaque chandelier illustre la psychologie des intervenants et la confrontation entre acheteurs et vendeurs. C'est grâce à eux qu'il devient possible de comprendre la dynamique du marché et d'anticiper ses prochains mouvements. Donc, dans la suite, on va essayer de voir un peu quelques euh, on va voir les bougies japonaises. Vous le savez déjà, on a déjà survolé ça. Donc ici, par exemple, ici, nous voyons ici les bougies japonaises, hein. Voilà, donc on voit ici. La dernière fois, il y a déjà décrit hein, le corps, comment on appelle l'ouverture, la clôture, les mèches, tout cela, je vous ai déjà expliqué. Ça, on a déjà survolé. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur. Donc, permettez-moi de sauter tous ces éléments-là qu'on a déjà vus. Donc ici, ça, c'est la présentation. Ici, lui, dans son cours, il a dit qu'on prend les bougies haussières, elles sont vertes, les baissières sont rouges. Nous voyons deux bougies ici dont le corps est présenté. Ici, il a mis en exergue les mèches. Voilà. Ici, il a mis en exergue les ouvertures et les clôtures. Et là, pour un petit rappel, pour les bougies haussières, l'ouverture s'est fait en bas et la fermeture s'est fait en haut. Et pour les bougies baissières, c'est le contraire. Alors, la première bougie que nous allons voir ici, c'est le doji. C'est le doji. Voilà. On dit quoi? Le doji est un chandelier où les prix d'ouverture et de clôture sont quasiment identiques. Voilà, quasiment identiques. Que ce soit le doji avec un petit corps vert, un petit corps rouge. Dans tous les cas, les deux là, dans tous les cas, voilà, l'ouverture et la clôture, c'est la même chose. Cela traduit une indécision sur le marché. C'est-à-dire que si par exemple on a eu l'ouverture du marché par le bas, c'est que c'est les acheteurs. Et si finalement on revient, on ferme à l'ouverture, ça veut dire que les acheteurs n'ont pas, les vendeurs qui sont venus sur le marché n'ont pas vaincu les acheteurs. Parce que les mèches qui sont là représentent quand même le combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est réellement une indécision. Donc, lorsque vous voyez le doji, par exemple, se présenter dans une tendance haussière ou bien dans une tendance baissière, c'est là, on peut interpréter ça, on peut dire d'abord ça, c'est le soufflement du marché. Voilà, on peut dire que c'est le soufflement du marché, mais le marché est en pause. Et tous ces éléments, connaître tous ces éléments est très important pour vous.
Voilà, pour nous tous, voilà. Donc, ce type de bougie apparaît après une hausse ou une baisse. Dans ces situations, il peut signaler que le marché commence à hésiter ou qu'un possible retournement est en préparation. Ça ne veut pas dire que quand tu vois un doji, il faut toutefois commencer, si tu étais si le marché est baissier, il faut toutefois commencer à faire des achats. Ou bien quand tu vois un doji dans une tendance haussière, il faut toutefois commencer à faire des ventes. Ça veut dire que le marché, ça y est, essoufflement du marché. Ça veut dire qu'en ce moment précis-là, les acheteurs n'ont pas pu vaincre les vendeurs et vice-versa. Et vice-versa. Donc ici, on a quelques exemples ici. Ici, parce que tout va dépendre de la suite. Si par exemple à la suite, parce que là, on dit qu'il y a égalité. Si par exemple à la suite, on a une grosse bougie rouge qui apparaît, ça veut dire que suite à cette égalité-là, pour la suite, là, ce sont les vendeurs qui ont réellement pris le dessus. Donc là, vous voyez là, par exemple, là, on peut quand même attendre quelques confiances pour pouvoir rentrer en selle. Ici, par exemple, c'est pareil. Tu vois un doji qui apparaît dans une tendance baissière, ça veut dire qu'il y a égalité. Il y a eu égalité. Et si tu vois une apparition d'une grosse bougie haussière, ça veut dire que suite à je peux dire que cette égalité, ce sont les acheteurs qui ont remporté la victoire. Là, maintenant, tu peux commencer à faire chez nous. Ça veut dire que même la bougie va se présenter, il faut quand même attendre un certain nombre d'éléments pour pouvoir vraiment confirmer si tu es en tendance haussière ou tu es en tendance baissière. La bougie suivante, c'est le marteau. Le marteau, voilà comment il se présente. Il se présente. Voilà comment il se présente ici. Donc, soit il peut être de couleur verte ou de couleur rouge. Mais lui, il est fait par un petit corps et une mèche qui est orientée vers le bas. Voilà. Il est généralement dans une tendance baissière. Donc, le marteau est un chandelier de reteniment haussier qui apparaît généralement après une baisse. Il se reconnaît facilement avec un petit corps en haut et une longue flèche, mèche pardon, en bas. Cette forme montre que pendant la séance, les vendeurs ont poussé, les vendeurs ont poussé le prix fortement vers le bas, mais les acheteurs sont revenus avec force et ont réussi à ramener le prix proche du cours d'ouverture. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Quelle est la psychologie qui est cachée derrière? Cela traduit une perte de puissance des vendeurs et un regain de confiance des acheteurs qui défendent un niveau de prix important. Donc, si on veut comprendre ici, parce qu'en fait, c'est l'interprétation de la bougie qui va vraiment déterminer la suite des actions. Donc, ici, là, on peut dire que toujours est-il que ce sont les acheteurs qui, parce qu'on a fait l'ouverture ici, le marché est parti ici. Et là, les vendeurs vont repousser jusqu'à ce niveau. Les acheteurs vont repousser les vendeurs jusqu'à clôturer ici. Ça veut dire que vers la fin, ce sont les acheteurs qui ont la parole. Qui ont la parole. À moins qu'on ait un flux de volume vraiment très important qui va venir invalider ce mouvement qui est ici. Mais pour le moment, on s'est dit que ce sont les acheteurs qui ont eu la victoire. Donc, on se prépare à faire des achats. C'est juste comment on appelle, comment on appelle ici, un signal. Un signal. Donc, on dit que le trading, ce n'est que probabilité. Cependant, comme le doji, le marteau doit être confirmé. Si une bougie verte conséquente apparaît juste après, cela valide le scénario d'un retournement haussier. Voilà. Donc, par exemple, là, vous avez là, ici, c'est vrai qu'on a un marteau qui est là, mais il faut une confirmation. Il faut une confirmation. Donc, ça veut dire que dès que vous voyez un marteau dans une tendance baissière, il ne faut pas tout de suite commencer à acheter. Acheter. Il faut attendre d'abord une confirmation. Ensuite, nous avons ici le marteau inversé, qui est, il peut dire que le contraire du marteau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, le marteau inversé ressemble au marteau, sauf que cette fois, le petit corps se situe en bas, et la longue mèche est au-dessus. Donc, voilà, donc c'est un peu le contraire. Donc, vous allez voir ça ou ça. Mais les deux jours, il veut dire pratiquement euh, à peu près la même chose, hein. En théorie, certains traders le considèrent comme un signal de retournement haussier. Mais en pratique, cette lecture est contradictoire. Pourquoi? Parce que la grande mèche, la grande mèche en haut montre que les acheteurs ont bien tenté de pousser le prix vers le haut. Mais
qu'ils se sont fait repousser par les vendeurs qui ont repris le contrôle. Au final, ces chandeliers traduit davantage une domination vendeuse qu'une vraie force acheteuse. Ouais, un peu. Voilà. Donc, ici, c'est-à-dire que si vous prenez pas à pas même, moi-même pas moi, comme moi de nature, je ne retiens pas les par cœur, là, je ne maîtrise pas trop, mais j'aime disséquer, j'aime décomposer les choses et comprendre même l'essence même de la chose. Ouais. Donc, comme ça, c'est facile pour moi de me rappeler. Face à une situation, je peux faire appel au pouvoir d'urgence de ma mémoire pour pouvoir vraiment répondre à la situation. Donc, du coup, moi, comment est-ce que moi je fais, par exemple? Moi, je me dis quoi? Ici, là, ici, nous avons une bougie qui est là. Vous avez une bougie qui est là, elle est ouverte. Ici, par exemple, ici, on a l'ouverture qui est là. Ici, on a la clôture qui est là. Donc, le marché est ouvert ici. On suppose que le marché est parti jusqu'à arriver à ce niveau. Les vendeurs ont repoussé jusque-là. Et là, on voit qu'on a une clôture là. Ça suppose que c'est les acheteurs qui ont eu la main. Les acheteurs qui ont eu la main, n'est-ce pas? OK. Ici, pour valider un peu ce qui est dit dans ces documents, on a eu l'ouverture là, n'est-ce pas? On a eu l'ouverture. Et là, ici, euh, l'ouverture là, on a eu la clôture là. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'en bas, rien ne s'est produit. Ça veut dire que quand il y a eu ouverture là, les acheteurs n'ont pas quand même fait quelque chose de concret ici. Mais les acheteurs ont poussé le mouvement jusqu'à ce niveau. C'est comme si la bougie est partie jusqu'à ce niveau. Elle était pleine, verte jusqu'à ce niveau-là. Elle est arrivée à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ce qui s'est produit, c'est que les vendeurs ont repoussé jusqu'à là. Ça veut dire qu'à la clôture, là, la plus grande force, là, c'est cette force vendeuse-là qui est dans l'ombre. C'est vrai qu'on a la bougie verte qui est là. C'est cette force vendeuse-là il peut dire qui a remporté la victoire. Ouais. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un rythmement c'est un mouvement de rythmement. Je peux dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? On ne peut pas dire que c'est un signal de rythmement à la hausse. Voilà, un signal de rythmement à la hausse. Voilà. Donc, c'est ce que lui, il explique ici. Il dit c'est toujours une domination vendeuse. Donc, on met dans le trading, ce sont des probabilités. Il faut toujours attendre une confirmation. Voilà. Pour cette raison, que je ne l'utilise pas dans mes bon, ça c'est lui, c'est ses explications. Voilà. Maintenant, ici, nous avons maintenant la seconde bougie qui est le pendu. Le pendu, c'est comme si on prenait le marteau ici et on le mettait en haut. Voilà, le pendu, il est là. Il est là. Il peut avoir les deux couleurs, il peut être rouge ou même la couleur verte. Donc, le pendu est une bougie particulière avec un petit corps en haut et une longue mèche en bas qui traduit une contradiction entre acheteur et vendeur. Toujours, quand partez à la maison, essayez d'expliquer, essayez de vous de commenter un peu ou bien de vouloir comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez voir. Ici, c'est comme si on a eu l'ouverture du marché. Et les vendeurs ont repoussé. Bon, le marché est parti jusqu'ici. Les vendeurs ont repoussé jusqu'en là. Mais les acheteurs ont repoussé et là, nous sommes arrivés à ce niveau. Donc là, on a clôturé avec les acheteurs. Voilà. Toujours, lui, dans son explication, hein, voilà. Mais, c'est un document que j'utilise pour voir. Voilà, donc beaucoup de traders, ils voient un signal de retournement baissier, mais en réalité, cette bougie montre une contradiction. La longue mèche basse montre qu'il y a bien eu une tentative des vendeurs pour faire baisser le prix. Voilà. Ça, c'est un peu la psychologie. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la seconde bougie euh, qu'on appelle les englobantes. Englobantes. Voilà, les englobantes. Ici, les englobantes, là, c'est simplement ici, elles peuvent être de deux formes, hein. Il y a englobante haussière et englobante baissière. Donc, ici, par exemple, dans une tendance baissière, vous pouvez avoir une bougie de grand corps qui avale soit toutes les bougies
les 3 bougies qui précèdent ou bien les 2 bougies qui précèdent, dans ces cas-là, on parle d'englobante haussière. Ça, c'est un signal de retournement à la hausse. Ici aussi, c'est pareil. Ces signes-là que vous voyez, par exemple, placés dans une tendance haussière, c'est aussi un signal de retournement à la baisse. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faut des confirmations. Voyez-vous, lorsque vous allez maîtriser le rôle de tous ces éléments, vous allez maintenant les associer, par exemple, au droit des tendances, au support, aux résistances, qu'on appelle canal haussier, canal baissier. Tous ces éléments, vous allez les associer. Et quand on va voir aussi les figures chartistes, vous allez les associer, vous allez voir que la combinaison de tous ces éléments fera de vous des traders vraiment confirmés. Ou bien peut-être que voilà, qui maîtrisent déjà les bases de l'analyse technique. Ici, on a encore des bougies de retournement. Ici, on les appelle les étoiles filantes. Les étoiles filantes. Pour tout ce que je suis en train de dire là, d'autres vont dire, ah, mais c'est trop. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître tous, d'avoir tout cela en tête. Il y a des gens, moi je connais un grand trader qui appelle ça le squeeze. Lui, il ne fait qu'utiliser ça, cette bougie. Lui, c'est dit que cette bougie, si elle est placée dans une tendance baissière, c'est un squeeze pour lui. Si elle est placée dans une tendance baissière, surtout sur un support horizontal, pour lui, c'est un signal important pour acheter. Lui, il appelle ça squeeze et il a fondé sa stratégie dessus. Ouais. Et puis après, deuxième squeeze encore que lui dit, c'est l'étoile filante. Ça, il appelle ça squeeze. Il dit, à la tendance haussière, s'il voit une squeeze là, dans ce cas-là, lui, simplement, il va commencer à s'apprêter à vendre. Pour vous dire que tout va dépendre de votre stratégie. Vous allez voir que selon l'actif que vous étudiez, il y a un élément qui va tout le temps se répéter, que vous aurez la facilité de reconnaître. Vous allez baser votre stratégie autour de ça. Donc, l'étoile filante apparaît en haut d'une tendance haussière. Elle se compose d'un petit corps en bas, et d'une mèche au-dessus. Voilà comment elle apparaît. Voilà. Donc, ici, voilà un peu les bougies japonaises, ou même les chandeliers japonais. Voilà un peu survolé. Il y a certaines bougies, mais on n'a pas vraiment l'obligation, on n'est pas obligé de connaître tout. Mais je pense que c'est aussi important de les maîtriser. À côté de ça, c'est la même chose. Dans certaines formations, certains documents, on regroupe l'étude des chandeliers japonais. Je peux dire que en 3 grands types. Il y a les chandeliers japonais uniques, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Il y a les chandeliers, comme ici par exemple, quand tu prends le doji, c'est un chandelier japonais unique. Si je prends le marobuzu, celui-là, voilà. Je sais que le gars n'a pas parlé de ça là-bas, dans d'autres documents là. Le marobuzu, ici, ce sont des bougies sans ombre. Voilà. Et avec un gros corps. Dans le cas d'un marobuzu blanc, bon, ça dépend de votre configuration. On remarque que les haussiers ont exercé leur pression du début à la fin de la séance, sans en laisser une miette au vendeur. Par conséquent, qu'il soit blanc ou noir, c'est un très fort signal de tendance. Donc, par exemple, vous voyez là, cette figure qui est là, ici, c'est une grosse bougie rouge. Ça veut dire que là même, on n'a même pas les acheteurs n'ont même pas eu la possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, dans une tendance haussière, si vous voyez l'apparition, par exemple, ici d'un marobouzou, là, par exemple, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un retournement, un probable retournement de tendance à, voilà, un retournement un changement de tendance. Donc, un retournement baissier. Mais si vous voyez que, par exemple, ces marobouzou-là, par exemple, le vert, là, lui, il apparaît, par exemple, dans une tendance baissière. Tendance baissière, ça veut dire que les acheteurs, pardon, ont pris, ont pris vraiment de gros volumes. Donc, on a fait un retournement à la hausse. Mais il peut arriver que cette grosse bougie-là se trouve en milieu de tendance. Tout va dépendre.
Si par exemple, nous sommes je vais partir sur mon outil. Je pense qu'il est là. OK. Je vais sur mon outil qui est là, ici. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Ici, nous avons une tendance haussière, n'est-ce pas? Et là, nous avons les bougies qui font truc. Et puis là, euh, on a un marobouzou là. Un marobouzou. Voilà. De couleur verte. Donc, on peut dire un marobouzou aussi. Dans ce cas, comment vous allez faire chose? Vous allez l'interpréter. On va l'interpréter comme étant un signal de continuation. C'est comme si les acheteurs étaient toujours, ils sont toujours sur le marché, ils ont toujours la victoire. Mais il y a eu un gros volume qui est venu vraiment amplifier le mouvement haussier. Donc, nous allons continuer avec la hausse. À l'opposé, pour avoir une tendance baissière, et vous avez par exemple ici un marobouzou qui est là, mais avec un gros corps rouge sans mèche, rien du tout. Ça veut dire quoi? Ici, la tendance est baissière. Mais là, la tendance est toujours baissière. Mais cette fois-ci, il y a un gros volume qui vient vraiment amplifier là. Donc, lui, par exemple, ça va dépendre de sa position. Ça va dépendre de sa position. Il peut représenter un signal de continuation à la hausse ou un signal de continuation à la baisse. Ou encore, s'il est positionné là, par exemple, peut-être qu'après la formation d'une figure de retournement, et lui, il vient comme ça ici, dans une tendance baissière, il vient se positionner là, avec une petite bougie, un petit corps là. Donc, on a beaucoup de signaux. Tendance baissière, figure de retournement à la hausse ici. Le marabouzou est placé, mais en même temps, il a formé ce qu'on appelle un envalement haussier. Donc, ici, on a un signal de retournement à la hausse. Pareil aussi pour la baisse. Du coup, vous allez prendre les bougies là de façon individuelle pour les maîtriser. On n'est pas pressé. On va doucement, doucement pour les maîtriser. Voilà. Donc, vous allez vous exercer à les reconnaître graphiquement. Si quelqu'un est là déjà, qu'il sait que, voilà, qu'il sait que il filtre déjà, mais toutes ces notions-là, par moment, quand on est déjà sur les graphiques, on oublie ça. Et souvent, c'est à l'origine par moment des échecs. Des échecs. Parce que on s'est dit que, bon, comme on a commencé à trader déjà, comme par moment on est rentable, donc on néglige. Il faut à chaque moment revenir dessus. Moi, je ne cesse de me rappeler, de réviser. Mes documents sont toujours devant moi. Je révise, je révise, je révise. Parce que l'objectif est de finir gagnant. Ou bien l'objectif est de retenir tous ces éléments-là comme mon nom et les reconnaître, les utiliser. Ouais, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui est venu. OK, donc ici, on va continuer avec le document. Après le marobouzou, voilà, ça c'est un chandelier japonais unique, hein, voilà, de forme unique. Donc, on a vu le doji, l'étoile filante, le mato inversé, le marobouzou, voilà, le pendu, tout ça. Et on donne le rôle de chacun. Et je pense que ce document-là, je vous l'ai donné. Je vous avais demandé de l'imprimer. Parce que c'est un document qui est extrêmement riche. Extrêmement. Quand il est extrêmement riche, il est vraiment riche. Quelqu'un pouvait même constituer, prendre ça même pour faire un document même de choses. Mais je vous ai donné ces documents-là. Maintenant, ici, nous allons voir, voilà, nous allons voir, bon, ça, on a déjà vu ça tout à l'heure, les avalements ou les englobantes. Donc, quand on dit avalement ou englobante, c'est la même chose. Et ici, nous avons ici un avalement haussier ou bien une englobante haussière, avalement baissier ou englobante baissière. Vous allez voir ici, on donne un exemple. Comment on reconnaît ça? Ici, on parle d'englobante baissière ici. Ce document, est-ce que c'est juste englobante haussière, pardon, oui, oui, haussière, oui. Voilà, donc ici, on a une petite tendance, une petite phase baissière. Et à la suite de cette phase baissière-là, vous voyez que il y a une grosse bougie verte qui vient avaler le corps
d'une petite bougie. Donc, on a une enroulement haussière, pardon. Donc là, ça veut dire que le mouvement va commencer à changer. Vous pouvez prendre ces documents-là et vous allez coller, on peut dire que disposer ça à côté de vos graphiques et puis essayer de connaître. On a aussi les aramis haussiers. Aramis haussier, aramis baissier, voilà ça. Ici, aramis haussier ici. Aramis baissier là. Voilà. Donc, ça veut dire que lui, là, par exemple, quand on dit haussier, par exemple, ça veut dire que cette configuration-là, il faut la rechercher dans une tendance baissière. Voilà, une tendance baissière. Ici, par exemple, Arami baissier, il faut rechercher cette configuration-là dans une tendance haussière. Vous voyez ici, par exemple, là, Arami haussier qui est là, là. À la suite de ça, vous allez avoir un mouvement baissier. Il y a aussi certaines bougies que vous allez voir, les bougies à 3 corps. Il dit qu'il y a 3 catégories. Il y a les bougies, il peut dire que les bougies uniques. Les bougies uniques. Mais aussi, il y a des bougies, on appelle ça les configurations. Donc, il y a deux les figures, je ne sais pas comment je peux les appeler. C'est la configuration bougie à trois bougies. Voilà, à 3 bougies, à 2 bougies pour avoir ça. Par exemple, vous allez voir ça là, vous voyez ça là, par exemple, ici, on appelle ça étoile du soir. Étoile du soir. Donc, l'étoile du soir, figure très connue, constituée de 3 bougies, elle forme en quelque sorte un pic. Un schéma fera, ainsi de suite. OK, voilà là, ici. Ça se forme là dans une tendance haussière. On va s'attendre à une tendance baissière. Ainsi de suite. Nous allons voir aussi l'étoile du matin. Ouais. Un peu. Et comme je vous le dis, vous pouvez faire doucement, doucement pour les reconnaître. Nous avons ici les soldats et corbeaux. Les soldats et corbeaux. Donc, ici, ceux-là, par exemple, ici, 3 bougies haussières qui se suivent avec de gros corps, des petites mèches. Ce sont des soldats blancs. Ici, les bougies baissières qui se suivent de gros corps, des petites mèches. On parle de corbeaux noirs. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça sera blanc ou noir. C'est une appellation. Ici, là, par exemple, là, et ceux-là viennent dans une tendance spéciale. Et là, même si on ne vous dit pas que comment on appelle, c'est corbeau, quoi, vous voyez une grosse bougie haussière, suivi d'une autre grosse bougie haussière, suivi encore d'une autre grosse bougie haussière. Ça veut dire quoi? Ça vient d'une tendance baissière. Ça veut dire que les acheteurs ont commencé à vraiment à prendre du volume. Et comme nous, notre trade, c'est de suivre, je peux dire que le mouvement du marché, on va suivre. Hein. On va suivre. Voilà, tout en respectant une stratégie. Alors, donc, voici ainsi donné pour ce soir les chandeliers japonais ou les bougies japonaises. Voilà. Ou les bougies japonaises. Donc, je peux dire que je vais arrêter l'enregistrement et on va passer maintenant au graphique et puis les questions-réponses. Merci.